sur la dernière partie qui est très importante. Il nous reste 10 minutes, donc on va essayer de répondre à cette dernière partie qui est peut-être même la partie la plus centrale, puisqu'elle résume l'ensemble finalement des usages qu'on est en train de découvrir, qu'on met en œuvre et qui risquent de devenir finalement les solutions qu'on va offrir à l'ensemble des travailleurs et des entreprises, quelle que soit leur taille. On a posé la question au début de bureaux hybrides ou décentralisés. Je me permets d'intervenir un tout petit peu là-dessus pour préciser ce que l'on cherche à définir. On parle souvent de télétravail. Alors, c'est vrai que le télétravail, c'est devenu une institution qui est réglementée aujourd'hui dans le Code du travail, qui fait l'objet d'accords dans les entreprises avec les CSE, qui a aussi trouvé même sa place après les 35 heures. Pour un certain nombre d'entreprises, le télétravail est un outil d'optimisation, de gestion de ses ressources humaines. Mais finalement, aujourd'hui, on n'en est plus à parler de télétravail. On parle de flexibilité dans le travail et flexibilité dans la façon d'appréhender le travail. Et donc, le télétravail est un des éléments, mais n'est plus le seul élément, puisque en début de webconférence, on parlait du temps de transport. Baptiste, tu nous expliquais qu'un des moteurs aujourd'hui de la recherche d'espace de travail des gens était la proximité, ou en tout cas d'être pas obligé de faire 2 heures dans la journée de transport. On a aussi le nomadisme qui grâce à la technologie, à la 4G, bientôt à la 5G, au fait qu'aujourd'hui toutes les données sont dans un cloud, donc en fait on peut travailler, comme on dit en anglais, everywhere, anywhere, de partout, tout le temps. Finalement, on revient à un point important, on cherche finalement l'endroit pour bien travailler en fonction de ce que l'on a à faire. Donc, quelle est, d'après vous, et j'aimerais bien que chacun se donne 2 minutes chronomètre en main pour qu'on ait le temps de conclure. Donc, je vais redonner la main à Julien. En 2 minutes, Julien, est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision du bureau hybride centralisé ou décentralisé, et comment voyez-vous chez Fleetdesk l'évolution ou en tout cas l'accompagnement de ce phénomène? Alors, en 2 minutes chrono, nous, on voit l'accompagnement du phénomène hybride décentralisé. Donc, pour nous, de toute façon, hybride, c'est devenu un standard. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc, la question pour nous maintenant, c'est comment on le rend simple pour les collaborateurs, pour qu'ils soient pas perdus, pour qu'ils n'aient pas l'impression que ces projets d'hybridation soient uniquement des projets de rationalisation, de densification pour faire des économies. Ça a pu être le cas dans les années 2010. Je pense que c'est plus le cas maintenant. Il y a une vraie réflexion sur l'amélioration des espaces de travail pour le confort des collaborateurs et non plus uniquement de densification. Donc, c'est comment leur rendre la chose facile. Donc, ça, c'est pour la partie hybridation. Ensuite, sur la partie décentralisation, là encore, le choix, c'est top, mais ce qui est plus on donne le choix aux collaborateurs, plus d'une certaine manière, on leur donne la responsabilité de choisir. Donc, toute la question pour nous, c'est leur rendre le choix le plus simple possible en leur permettant de planifier, de s'organiser et d'avoir des certitudes sur où est-ce qu'ils vont pouvoir aller en fonction de leurs besoins, voire leur faire des suggestions. Donc ça fait partie pour nous, c'est des questions qui sont aussi technologiques sur lesquelles on travaille chez Fleetdesk pour essayer de leur faciliter ce choix, parce que plus de choix, psychologiquement pour les gens, c'est aussi plus grosse responsabilité et ils ont tellement de choix à faire au quotidien dans leur job que on n'a pas envie qu'ils perdent un temps fou et qu'ils soient en burn-out parce qu'ils savent pas, ils n'arrivent pas à faire des choix sur les lieux de travail où ils vont aller s'installer. Donc nous, notre point de vue là-dessus, voilà, pour conclure en 2 minutes, je sais pas si j'ai tenu le temps, c'est que sur l'hybridation, on simplifie, et sur la décentralisation, on essaye d'enlever de l'angoisse et du stress pour les collaborateurs. Alors, merci. Mon côté, Baptiste, ouais, moi je comprends moi évidemment, comme j'ai le prisme télétravail et coworking peut-être plus que Julien, c'est vrai que moi je vois plutôt l'hybridation comme une manière de dire on consomme à la fois de l'espace à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, et ça fait un modèle hybride, parce que c'est vrai que en fait, pour résumer un peu, on a un peu deux grandes postures caricaturales. Soit on fait 100% télétravail, soit on fait 100% bureau. Et entre les deux, il y a des modèles hybrides. Donc effectivement, le modèle centralisé, c'est un modèle où
on va garder un hub, comme on disait, et ensuite on va laisser les gens télétravailler, soit en coworking très ponctuellement, soit que de chez eux. Hein. Il y a aussi des entreprises qui disent à domicile, c'est déjà bien, on avance comme ça. Et le modèle décentralisé, c'est un modèle où on va avoir plein de petits hubs régionaux dans lesquels les gens vont pouvoir aller travailler. Alors parfois, ces espaces-là seront dans des coworking, mais ce sera des espaces privatisés, ce sera un peu des camps de base qu'on aura créés dans, je sais pas, dans les grandes villes de France. Et après, on laissera les gens aller en télétravail ou peut-être en coworking à la journée ou à l'heure quand ils en ont besoin à l'extérieur de ces hubs. Donc c'est un peu cette entreprise en réseau, ce maillage un peu qu'il va falloir réfléchir entreprise par entreprise. Et je dirais aujourd'hui, les grands enjeux pour moi, ce que je vois sur le terrain, c'est côté management, on en a beaucoup parlé pendant le développement du télétravail avant Covid, mais il y a quand même encore un vrai sujet de comment on s'organise demain dans un monde hybride et un peu décentralisé et un peu éclaté, et comment on accompagne le management sur ces sujets-là. Il y a vraiment encore beaucoup de travail dans les entreprises là-dessus. C'est un vrai sujet. Et le management est un peu le parent pauvre, honnêtement, dans la formation et pas dans toutes les entreprises, mais dans pas mal de cas qu'on suit nous en ce moment. Et le deuxième point sur la sécurité, c'est quand même un frein aussi aujourd'hui. Tous les espaces n'ont pas les niveaux de sécurité que propose notamment Newton Square. Et nous, comme on est agrégateur, on voit des contraintes de sécurité qui sont très différentes d'une entreprise à l'autre et qui sont difficiles parfois à appliquer sur un réseau global d'espace. Et ces points-là, à mon avis, devront vraiment être réglés, entre guillemets, en tout cas travailler dans les prochains mois pour que l'offre soit vraiment rassurante pour les entreprises et qu'on puisse développer ces modèles hybrides en sécurité et avec un management qui est confiant et qui subit pas le changement parce que avoir son équipe éclatée du jour au lendemain avec tout le monde qui fait un peu ce qu'il veut à la carte, comme on l'a dit, c'est super, mais ça s'accompagne. Et ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir. Baptiste, merci beaucoup. J'ai presque envie de dire que tu as ouvert peut-être le thème de notre deuxième webconférence qui devra peut-être travailler un peu plus le sujet de la notion de sécurité, puisqu'effectivement, on l'a dit à un moment donné, on est extrêmement connecté dans un monde de connexion, d'interactivité digitale via une infrastructure réseau, via un système informatique, et donc avec, pour certains qui sont peut-être un peu plus spécialistes que d'autres, avec tous les risques de gestion de la data, de la donnée, la DPO, la data protection, etc. Et donc, tous ces sujets-là sont nos obsessions, et je pense que ça peut faire l'objet, là, tu viens de nous donner une très bonne idée pour un deuxième webinaire ou webconférence sur ce sujet. On a une question très intéressante aussi qui est arrivée pendant que tu parlais, Baptiste, sur laquelle, si vous êtes d'accord, je vais apporter une réponse. Vos services sont-ils déjà à l'œuvre dans le secteur public? Alors, je pense qu'on peut répondre oui à 3 niveaux. Le premier, c'est que le secteur public, ou en tout cas le monde de l'institution publique, participe à sa manière déjà depuis très longtemps au développement de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Les tiers-lieux, vous en avez partout en France, vous en avez dans toutes les villes, petites, moyennes et grandes. Et Néonomade, alors je fais un tout petit peu de publicité, mais on a un certain nombre sur sa plateforme qui recense des initiatives associatives qui sont parapubliques ou paraprivées, en tout cas qui sont dans l'entre-deux-mondes et qui sont souvent des initiatives qui sont financées par les régions, par les villes, par la collectivité, et qui sont souvent très recherchés par le secteur public aussi, pour aussi des raisons simples, des raisons, je dirais, budgétaires, puisque ça permet de pouvoir, comment dirais-je, caler le fait de devoir répondre à une demande et de rentrer dans son budget. Et puis ensuite, on peut dire aussi, nous en tant qu'opérateurs, on voit de plus en plus de demandes de grandes institutions publiques qui sont à la recherche, puisqu'elles ont aussi leurs propres problématiques immobilières. Elles sont, comme le secteur privé, en train de subir les problématiques de distanciation dans les espaces de travail, l'obsolescence des bureaux, et de ne plus pouvoir répondre aux nouveaux standards, cherchent des endroits qui sont des extensions pour mettre un département, une division, une communauté de travailleurs dans un espace qui répond à un cahier des charges qui sont des cahiers des charges qui sont très stricts, qui sont ceux que l'on reçoit par ailleurs de très grands groupes français ou internationaux. Et oui, pour répondre à votre question, madame, c'est bien également des sujets que l'on traite pour le secteur public.